Bonjour, je m'appelle Julie Collin. J'aurai le bonheur d'animer cette activité, un entretien avec Michel Jean. Cette activité est présentée en codiffusion par Kwayatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 12e Salon du livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Réalisée par Kwayatonk, l'édition 2023 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants: l'ECN, Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des jardins de Wendake, OKT Law, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec et le CDFM Huron-Wendat. L'entretien va durer environ 45 minutes et il n'y aura pas de période de questions, mais à 14 heures, Michel Jean sera disponible au Marine Center pour une séance de signature. C'est que je vous invite à traverser par la suite. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour, Julie. On va se tutoyer. Hein? Oui. Ça fait des années qu'on fait des entrevues ensemble. Il me taquine. Je vous le dis parce que des fois, ça peut sembler un peu choquant, mais on va se tutoyer. Vu mon grand âge, ça va peut-être choquer les gens, c'est pour ça. Non, mais vu ton statut, là, parce que là, Coucoum, 175 000 exemplaires. Non, 200. Bon, 200, OK, parce que moi, j'ai regardé ce matin sur le site de Libre Expression. Ouais. Ils ne l'ont pas mis à jour. Moi, donc, je le check plus qu'eux autres. Ben oui, on dirait bien. Au Québec seulement, donc 200 000 exemplaires au Québec, des traductions croates, allemand, russe, espagnol. Au niveau du français, hors Canada aussi, les droits ont été cédés. Arabe aussi. Arabe aussi. Traduction en anglais, qui a été finaliste au prix du gouverneur général récemment. Interprétation sur scène par Dominique Pétain aussi, qui a été réalisée. La vente des droits télé, j'ai vu ça. Oui, il y a un projet de série TV sur lequel je collabore avec la scénariste. Puis il y a aussi un projet d'adaptation théâtrale qui va être fait par Émilie Monet, qui est ici au TNM, je pense que c'est l'an prochain. Ouais. OK. Donc, il se passe beaucoup de choses au niveau de Coucoum, qui a remporté le prix France-Québec en 2020. Ouais. Sinon, à Tocalinou aussi, ça va bien. Ce que j'ai comme chiffre sur le site de l'éditeur, c'est 55 000 exemplaires au Québec. Dans ces eaux-là, oui. Traduction aussi en allemand. Les droits ont été cédés en français hors Canada. Donc, France, Belgique, Suisse. Série télé, là aussi? Ça va être le même. Atouk puis Coucoum, ça va être dans le même... C'est dans le même projet de série TV sur 2 semaines. OK. Oui. 2 ans, 2 saisons, excusez-moi. OK, 2 saisons. Puis ça, j'étais 2 semaines. C'est une série télé, mais ça aurait pu être une série condensée. Là. 2 livres pour 2 tous semaines. Tous les jours pendant 2 semaines. Donc, on se parle aujourd'hui pour la parution de ton nouveau roman, Imic. En fait, c'est Émilie. C'est Ilse Isaac qui me dit, Michel, on dit comme en arabe, Hemik. Hemik. Le désert du Nord, le désert du Sud, ça se prononce de la même manière. Hemik. OK. Donc, ça veut dire chien. Oui, exactement. Et c'est ça ne se prononce pas Kimik, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais vous pouvez dire Kimik, c'est pas grave. Là, tant qu'on se comprend, pour l'instant. Donc, un roman où tu nous présentes... Puis là, je vous le dis tout de suite, moi, je n'ai pas l'intention d'aller dans les punchs ici. C'est que vous êtes en sécurité. Vous allez pouvoir les lire après. J'aime pas ça aller dans les punchs. Je veux que vous donniez le goût de le lire. Je veux que ce soit ça qu'on fasse ensemble aujourd'hui, mais je ne vous dirai pas comment ça finit. C'est très important pour moi. On suit 2 histoires en parallèle. Une histoire qui est contemporaine, qui se déroule dans les années 2020. Peut-être même 2028? Non, actuellement. C'est en ce moment, oui. Donc, vraiment contemporaine, où on suit Maître Ève Beaulieu, qui est une avocate de la défense, qui doit défendre quelqu'un, justement, un Inuk qui aurait commis des meurtres. Et on suit aussi en parallèle une jeune Inuk, probablement des années 50 ou 60. Exactement, fin des années 50, début 60. C'est ça, c'est pas tout à fait précisé, mais quand on regarde les événements, on peut déceler la décennie. Et elle vit au nord du 55e parallèle. Donc, les 2 histoires sont alternées. Et à un moment donné, vous allez comprendre en lisant les liens entre ces 2 histoires-là. Je trouvais ça intéressant que ça soit une avocate de la défense. C'est quand même assez rare qu'on voit ça, il me semble. Moi, j'aime ça des personnages d'avocats ou d'avocats
Parce que, ben d'abord, techniquement parlant, tu sais, si ton personnage est je sais pas moi, un plombier, c'est dur pour lui, il a sa job de 9 à 5. Il ne peut pas faire beaucoup de choses en dehors de son travail. Tandis qu'un avocat, puis en plus, l'avocat, il représente le droit, puis c'est quand même un des piliers de la démocratie. Et c'est une jeune avocate qui se pose aussi des questions sur est-ce que le monde juridique, est-ce que le monde du droit, tout ça, l'objectif, c'est vraiment de défendre les gens ou de défendre un système qui justifie leur existence. Donc, elle exprime certaines réserves et ou doutes face à ça. Puis elle se retrouve à devoir défendre quelqu'un qui à prime abord, n'est pas fin parce qu'il est soupçonné d'avoir tué deux bons grands-papas. Puis on se rend compte que ce sont des policiers en plus. Donc, donc, tu sais, c'est qu'est-ce qui justifie qu'on va défendre des gens qui tuent, des gens qui sont là pour nous protéger, etc. Donc, il y a toutes ces questions-là, je trouve, morales, que j'aimais, dans le fond. C'est pas le thème central du livre, mais j'aime quand même dans les romans, des fois, tu sais, comme complexifier un peu le récit en mettant des couches qui t'amènent ailleurs que là où tu t'en vas sans t'en rendre compte. Parce qu'elle, pour gagner, en fait, il faut qu'elle acquitte des fois des gens qui sont coupables. Ouais. Et elle le sait, coupable. Elle sait que ces gens sont coupables, mais elle doit gagner. C'est le droit qui prime parce qu'il y a eu des erreurs. C'est ça, mais les avocats, ils vont dire que, bon, tu sais, la fameuse phrase « toute personne a le droit à un procès juste et équitable ouais. ». Et l'avocat, il va jamais chercher à savoir si la personne est vraiment coupable. Parce que lui, il n'est pas là pour décider si personnellement la personne a tué ou pas tué. Il est là pour défendre les droits de cette personne-là qui, en vertu du système judiciaire, a des droits. Ce qui fait que des fois, ils vont tout faire pour faire acquitter les pires personnes. Puis on se demande pourquoi. Mais la raison, c'est que si ça n'existe pas pour ces gens-là, ça n'existera pas pour toi après, si jamais tu es accusé puis que tu es innocent. Donc, ils sont toujours sur ce fil-là. Et moi, je trouve que c'est un peu comme des écrivains d'une certaine manière parce qu'ils ne sont jamais dans le blanc ou dans le noir. Ils sont toujours entre les deux réalités, à essayer de trouver le chemin qu'il faut suivre. Puis quand tu écris, enfin, moi, quand j'écris, c'est un peu ça. Je suis jamais entre les bons, les méchants. Je suis tout le temps comme un sentier qui est entre les deux forêts. Mm. Et notre maître Beaulieu est en vacances. Elle répond au téléphone. Elle est sur la Côte-Nord et son patron lui dit voilà, tu dois te rendre à la prison à Sept-Îles, aller rencontrer le meurtrier potentiel là, qui est là-bas. Et dès le départ, en fait, elle arrive, parce que comme il aurait tué deux anciens policiers de la SQ, c'est sûr que cette détenu-là, il n'est pas bien reçu par les policiers. Ben ça, c'est l'autre réalité, c'est que les policiers, il y a cette solidarité de clan qui existe. Si tu tues un policier, c'est rare que ça se passe bien quand tu t'arrêtes après. Puis, et je comprends ça. Donc, lui, elle se retrouve là-bas, puis c'est pas facile pour lui ni pour elle, parce qu'il y a l'hostilité des policiers qui sont là, puis qui sont en hostilité envers elle, parce que dans le fond, t'es qui, toi? T'es une fille de Montréal qui vient à cette île défendre un meurtrier, un tueur de police. Donc, elle se heurte à l'hostilité des policiers. Elle se heurte aussi à un client qui ne veut pas parler, puis qui ne dit rien, puis qui reste muet comme une carpe, tu sais, puis qui ne dit rien pantoute. Donc, puis là, elle cherche à comprendre. Puis là, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on perd ces silences-là pour arriver à trouver une défense, parce qu'il faut quand même qu'elle protège, tu sais, puis qu'elle défende éventuellement. Donc, c'est sa quête à elle. Puis il y a son amie Nadège qui va l'aider, qui est comme une enquêtrice, qui va enquêter pour essayer de trouver des éléments qui vont permettre de construire une défense par la suite. Puis ça, c'est le travail judiciaire. Puis on n'est pas dans un roman policier, là. Moi, je n'écris pas de polar, mais il y a quand même une trame un peu. Oui, il y a une trame quand même à suivre, puis on veut savoir ce qui va se passer avec ça. Et quand elle arrive au poste de police à Sept-Îles, elle se heurte à du racisme aussi, parce que forcément, un policier blanc ne fait pas la distinction entre un Innu et un Inuk. Non, mais ça, c'est classique, ça, tu sais. Il voit, il pense que... Moi, j'ai une amie, pessamite, tu sais, puis elle, ça l'énerve. Souvent, les gens pensent qu'elle est chinoise. Et d'ailleurs, moi, cette semaine, je parlais à une femme, je pensais qu'elle était autochtone, puis elle était chinoise. C'était comme le monde à l'envers. Et souvent, donc, c'était un Innu. Innu et Inuit, ça se ressemble, le mot, mais on ne peut pas être tellement plus différent. Je veux dire... un Innu et un Inuit sont aussi différents qu'un Innu et un Allemand, parce que les Inuits, nous,
On est arrivé avec les Premières Nations qui sont arrivées par le détroit de Bering, selon la théorie en vogue, mais il y a d'autres théories maintenant. Il y a environ, grosso modo, 10 000 ans. Puis c'est toutes les... je veux dire, c'est partout en Amérique. Les Inuits, eux, si tu prends le globe, là, puis tu le mets comme ça, là, avec le pôle Nord, tu vas te rendre compte qu'ils sont au Québec, au Nunavik, ils sont au Groenland aussi. C'est parents avec les Samis qui sont en Norvège, en Finlande. Ils sont en Alaska, pas en Alaska, mais en Sibérie. C'est en Alaska puis dans l'Ouest canadien. Donc, c'est vraiment un peuple qui vit autour du pôle Nord, qui a une culture nordique, qui a une langue complètement différente de la nôtre, puis grosso modo, dont les ancêtres sont arrivés au Québec autour d'il y a 5000 ans. Et les Inuits actuels, il y a peut-être 800 ans ou 1000 ans environ. Donc, c'est comme, on a les yeux bridés, on a la peau foncée, ça commence par Inuit dans les deux cas, mais c'est vraiment différent. Donc, le policier, lui, s'en sac un Inuit, c'est un Indien qui a tué une police, là, tu sais. Oui, puis c'est pas les mêmes règles non plus, c'est pas les mêmes lois qui régissent... Non, bien en fait, c'est ça. Puis ça, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire le roman, en fait. C'est qu'au Québec, les gens ont souvent le réflexe de dire, j'entends souvent, en tout cas, je vais le dire comme ça, là, des gens dire, puis c'est dire des trucs comme, ouais, mais tu sais, les Autochtones, tu sais, la culture française en Amérique du Nord a toujours été plus favorable et ouverte aux Autochtones que les Anglais, tu sais. On a entendu ça très souvent, puis des historiens nationalistes, puis bon, même Serge Bouchard disait ça. J'ai beaucoup aimé M. Bouchard, mais je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, même si c'est un allié. Et ils vont dire, tu sais, les problèmes des Autochtones, c'est les Anglais. Parce que c'est les Anglais qui ont fait de la loi sur les Indiens, c'est les Anglais qui ont créé les pensionnats. Nous, au Québec, c'est pas de notre faute, tu sais, Et moi, je leur dis tout le temps, ouais, mais les Inuits, eux, c'est quoi le problème? Les Inuits ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens. Parce que quand ils ont créé la loi en 1876, personne ne s'intéressait à eux dans le Grand Nord. Et les Inuits, c'est des citoyens du Québec sans droits territoriaux, sans droits ancestraux, comme les Québécois. Donc, quand ils sont là-bas et ils n'ont pas de job, c'est juste du monde sur le BS. Et des Québécois. Et d'ailleurs, ça fait des tensions, notamment à Kuujjuaq-Rapik avec les Cris, parce que c'est la limite du territoire Cri au nord, puis la limite au sud du territoire des Inuits, c'est à Kuujjuaq-Rapik. D'un côté, c'est le village Inuit, l'autre côté, il est Cri. Et les Cris, les Inuits sont souvent jaloux parce que les Cris, qui sont des Premières Nations, donc c'est le fédéral qui s'occupe d'eux, ont plus de droits, ont plus de territoire, ont plus de services que les Inuits, qui sont des Québécois. Et le massacre des chiens nordiques, qui est la toile de fond du roman, ça a été fait par le gouvernement du Québec. Ottawa aussi, mais beaucoup le gouvernement du Québec. Donc, je voulais juste... L'idée n'est pas de blâmer ou de choses. C'est juste de dire que la colonialisation, c'est-à-dire s'emparer d'un territoire puis tasser les gens qui y vivent, comme on l'a fait avec... Ça s'est fait partout en Amérique. Puis ça s'est fait en portugais, en espagnol, en anglais et en français. Il n'y a personne de paix, il n'y a personne de mieux, il n'y a personne de blâmer. Il faut juste accepter cette vérité-là et dire, ouais, mais c'est pas nous autres, c'est les Anglais. C'est comme une manière de dire, non, mais nous, on n'a rien fait. Et là, moi, je trouve qu'il y a comme quelque chose si on veut parler de vérité-réconciliation, il faut s'entendre sur la vérité. Et ça, c'est la vérité. Donc, moi, j'écris avec cette intention-là derrière. Ouais. Et donc, c'est vrai que les Inuits et les Inuits n'ont pas les mêmes droits et que les Inuits n'ont pas les mêmes droits, mais puis ils n'ont même pas le même trauma. Parce que nous, les Premières Nations, notre trauma, c'est les pensionnats autochtones. Puis il n'y a pas un membre des Premières Nations en Amérique du Nord qui n'a pas quelqu'un qui a lui ou quelqu'un de sa famille qui a vécu avec les pensionnats autochtones. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille. Chez les Inuits, il y a eu les pensionnats, mais moins. Eux autres, leur trauma, c'est vraiment le massacre des chiens nordiques. Puis ça s'est passé de façon récente. Là, on parle des années 60, fin des années 50, 60. Et puis on le comptera tantôt, là, mais pour eux, c'est vraiment... Si vous allez dans le Grand Nord, j'ai Patrice Roy qui avait lu Rémec puis qui m'a écrit, il dit, je suis allé dans le Grand Nord, faire des entrevues, puis il dit, tout le monde m'a parlé du massacre des chiens là-bas. Tout le monde en parle là-bas, mais personne n'en parle ici. Oui. Comment t'en as entendu parler, toi? Ben moi, c'est quelque chose que je savais parce que je pense qu'entre Autochtones, ces histoires-là circulent peut-être plus. Et ça me fatiguait quand même, tu sais. Et comme je vous disais, j'étais tanné. De la même manière que quand j'écris Kokum, j'étais un peu tanné d'entendre les gens dire les Autochtones, tu sais, ils vivent sur des réserves parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, tu sais. Puis je dis tout le temps, moi, ma grand-mère est née dans une tente et moi, je suis né à l'hôpital d'Allemand. Je comprends qu'avec la couleur de mes cheveux,
ça fait un peu de temps. Mais tu sais, ça ne date pas de l'Ancien Régime. Où il disait, ouais, mais les Autochtones ont perdu la guerre, tu sais, puis quand on perd la guerre, ben, on n'a jamais été en guerre. Puis, dans Cocum, je voulais raconter la sédentarisation forcée, comment les Autochtones ont été dépossédés du territoire, forcés de vivre dans des réserves, puis après ça, les enfants envoyés au pensionnat. C'était ça le thème. Dans Remix, ce que je voulais faire, c'était comment les Inuits ont été forcés, eux, de vivre dans ces villages-là, 14 villages dans le Grand Nord, que pour les forcer à rester là-bas, parce que c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que quand les Autochtones, Québec s'est rendu compte, après ne s'être jamais intéressé au Grand Nord, mettre chez soi, tu sais, c'était quoi mettre chez soi? C'était donc ces ressources naturelles qui vont permettre au Québec de s'affranchir économiquement et socialement. Bien, tout ça, c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait la baie James. Et là, soudainement, le Québec s'est découvert un intérêt pour le Grand Nord, parce qu'avant, ça allait jusqu'à l'Abitibi. Avant, quand c'était les Inuits dans le Nord, Ottawa disait, nous autres, on ne veut pas payer pour eux autres, c'est du monde qui vit chez vous, ils n'ont pas de statut indien. Le gouvernement du Québec répondait, non, 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 c'est des Autochtones, c'est toi qui payes pour ça, nous autres, on ne veut pas payer pour eux autres. Mais là, quand on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel économique important, Québec a dit, oh, un instant, le Grand Nord, ça nous intéresse. Et Ottawa a dit, OK, mais occupez-vous des Autochtones, pas de problème. On les regroupe de force dans 14 villages. Mais un chasseur inuit, là, c'est comme un ours. Tu sais, ça a besoin d'un grand territoire pour avoir assez de gibier pour faire vivre sa famille. Mais 100 chasseurs dans le même village, ils vont tous mourir de faim. Tu sais, c'est pas logique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en allaient. Et comme ils s'en allaient et ils ne restaient pas dans les villages, qu'est-ce qu'a décidé le gouvernement? Bien, on va tuer les chiens, comme ça, ils vont rester. Dans les années 50, il y avait 20 000 chiens. Le Remix, c'est une race de chiens, comme le Samoyed, comme le Husky. Le Remix, c'est une race de chiens typiquement québécoise. Et donc, le gouvernement allait dans les villages, puis ils ont invoqué toutes sortes de raisons en disant qu'il y avait trop de chiens, que les chiens attaquaient le monde, on tuait les chiens pas attachés. Ils débarquaient dans les villages, puis ils procédaient à des abattages massifs. La banquise était rouge, puis ils brûlaient les corps devant tout le monde. Je vous rassure, on ne montre pas ça dans le livre, par exemple. On ne tue pas des chiens pendant 200 pages. Non. Mais ça les a brisés. Puis le Québec s'est excusé de ça, à Ottawa aussi, dans les années 90. C'était M. Charest qui était premier ministre à l'époque. Et ça, c'est une partie importante de l'histoire récente du Québec, de notre histoire à tous ici, là. Mais dont personne ne parle. Puis qui a des conséquences, parce que ça a un impact direct sur comment les Inuits vivent, comment ils sont, puis comment, comme société, groupe, ils ont été brisés par ça. Alors, moi, je trouve que la littérature, c'est une manière de raconter ces sujets-là, puis de les raconter à travers des histoires. De ne pas faire la morale, de ne pas blâmer les gens, mais de le dire. Tu sais, ça existe. Voici comment ça s'est passé. Puis de l'enrober dans une histoire, tu sais, où il y a des personnages, il y a le territoire, puis on apprend à découvrir le territoire. Puis pour moi, le territoire est un personnage, parce que, comme dans la première partie du roman, il y avait beaucoup sur comment Almanda découvrait le territoire. C'était pas parce que je voulais raconter la nature, c'est parce que je voulais raconter ce que ça représentait pour les Inuits quand ils le perdaient, pour qu'on comprenne c'était quoi la blessure. Bien, dans Remec, il y a un peu ça, mais c'est un territoire différent, une autre ambiance, une structure de livre différente. On n'est pas dans le même genre de livre, mais le territoire, le Nunavik, qui est beau et dur, cruel et généreux, c'est le territoire dans lequel les Inuits vivent, puis on le découvre à travers eux. Donc, la littérature, pour moi, c'est ça. Et un roman comme ça, je trouve que c'est une opportunité de parler de sujets importants, mais sans parler debout sur un stage puis de dire voici, je vais vous dire des choses importantes. Sur un ton, on raconte une histoire. Ça, c'est pas une conférence, là, c'est un roman. Oui, non, c'est ça. Puis moi, je ne fais pas la morale à personne, puis je prétends pas avoir la vérité. Tu sais. Ce que j'écris là-dedans, c'est basé sur ce qui s'est passé. Et on peut lire le livre pour l'histoire d'amour, on peut lire le livre pour parce qu'on aime les ambiances, les territoires, puis tout cet univers-là. On peut le lire parce qu'il y a un suspense dans le roman, ou on peut le lire parce que tout ça est le fait qu'on découvre quelque chose sur notre société, parce qu'on vit tous maintenant sur ce territoire-là, puis il n'y a personne qui pense que ça va changer. Il faut juste apprendre à connaître notre passé commun. Mm. Donc, on a beaucoup parlé de je parle longtemps, excusez-moi. Non, c'est parfait. Moi, j'adore ça. Ça rend ma job pas mal plus facile. On a beaucoup parlé de la première trame avec Ève Beaulieu.
maintenant, la deuxième trame, parce que dans la première trame, en fait, on est dans la peau de Ève Beaulieu. Dans la deuxième trame, on a la peau d'une jeune Inuk, Solu. J'espère que je le dis bien. Là, mon Inuktitut n'est pas très bon. Ça, c'est comme quand un Anglais essaie de parler français. Tu comprends-tu? Tu t'apprécies l'effort. Non, c'est ça, j'essaie fort. Merci. Mais je ne parle pas l'Inuktitut non plus. Non. Là, C'est ça, on est dans la peau de cette jeune Inuk qui rencontre un homme sur le territoire, puis qui crée un lien et qui finalement, elle va le suivre dans cette aventure-là. Quelqu'un qui aime profondément ses chiens. Lui adore ses chiens, puis pour elle, c'est surprenant. Quelqu'un qui caresse autant ses chiens, qui a autant d'amour pour ses chiens. C'est un original, en fait. Oui. Oui, Louillac, c'est un original. Les gens le prennent un peu comme un peu tête en l'air parce qu'il chasse les renards. Il faut comprendre que les Inuits, oui, ils peuvent manger du renard, puis ils peuvent manger tout ça. Ils vivent beaucoup avec le caribou. Mais ce qui leur permet de survivre, surtout, c'est le phoque, l'hiver. Parce qu'ils ont besoin du gras pour survivre. Parce que pensez-y, vous mangez juste de la viande. Bon, ça, c'est keto, peut-être, là. Mais tu sais, tu n'as pas tes trois doses de légumes par jour. Hein. Et les scientifiques ont découvert que le gras des phoques puis des baleines, quand tu le métabolises, ça se transforme en oméga 3 puis en vitamines. Ils préfèrent souvent le gras à la viande même. Et donc, pour eux autres, c'est le phoque tout le temps. Puis lui, il chasse le renard parce qu'il aime les peaux de renard blanc. Puis il vend ça. Fait qu'au début, les gens ne le prennent pas au sérieux. Puis elle-même, elle se méfie quand même. Tu sais, elle trouve le fun, mais... Mais elle est intriguée par lui, en fait, ça. parce qu'elle trouve le fun. Un peu, mais... là, tu sais, c'est pas sérieux, tout le monde, ton affaire, là, tu sais, chasseur de renard. Mais elle va découvrir qu'il est plus rusé et intelligent ou streetwise, dirait-on maintenant, que les gens l'imaginent. Il connaît très bien son territoire, en fait, plus que beaucoup d'autres gens. Puis c'est un peu ce qu'elle va aimer de lui, cette connaissance qu'il a du territoire. Elle va le suivre. Ils vont aller dans des endroits où elle n'est jamais allée. Puis elle va monter vers Oumiac, qui est en haut, qui est un endroit extraordinairement beau. Ils vont aller à l'intérieur des terres, puis ils vont voyager. Puis avec eux, on découvre ce territoire-là où la vie est belle et fragile. Oui. Puis grâce aux cartes géographiques qui en début de roman, on peut se situer aussi, voir où ils sont. Parce que des fois, pour nous, c'est pas super concret, ces endroits-là. Non, bien, on connaît rien de ça. Je veux dire, tu sais, les gens savent peut-être Kuujjuarapik, c'est où, mais Oumiac, puis le lac à l'intérieur, tout ça. Puis qu'est-ce qu'il y a comme territoire, comme paysage, hein, comme faune dans ces endroits-là? C'est pas des choses qu'on sait parce que notre connaissance nous-mêmes du territoire québécois, là, elle dépasse pas le Moyen-Nord, tu sais, l'Abitibi, aller jusqu'à Baie James. On ne connaît pas grand-chose de ça. Pourtant, c'est pratiquement la moitié du Québec. Puis encore aujourd'hui, on s'y intéresse peu, personne n'y va. C'est comme si ça existe sur la carte là, pour montrer qu'on a un grand pays, mais que ce territoire-là, on ne l'habite pas, on ne l'utilise pas. Alors que les Inuits, eux, ils vivent là. Puis je suis allé justement la semaine passée à l'Institut Avatak, qui est leur institut culturel. Puis eux, leur carte, là, c'est le nord. Puis les îles à l'intérieur, ils connaissent chaque endroit de ce territoire-là. Chaque lieu a un nom que nous, on ne sait même pas, que ça n'existe pas. Mais pour eux, c'est leur monde, c'est leur territoire. C'est fascinant. Absolument. Donc, cette jeune fille-là, d'à peu près 16-17 ans, décide qu'elle quitte justement sa communauté avec lui, ils s'en vont dans les terres. Ils veulent construire leur propre clan. C'est intéressant aussi de voir tout ce qu'ils vivent parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. C'est difficile, là. Ils ont faim par moments. Là. Mais ça, c'est important pour moi parce que, vous savez, quand je dis, par exemple, je parle de la vie des premiers peuples et c'est que je ne veux pas idéaliser. Je ne sais pas dire, le bon Indien, le méchant blanc, puis tout ce qui est du mode de vie traditionnel était vraiment fantastique. Tout ce qui est de la vie moderne, c'est comme vraiment déprimant. Bon, c'est vrai que c'est déprimant, c'est par les temps qui courent, mais je ne sais pas dans la vie, comme les gens la vivaient, il y avait des bons moments, des difficultés. Il faut apprécier comme eux appréciaient ce qu'il y avait de beau et ce qu'ils aimaient, mais il faut comprendre aussi là où étaient les difficultés, les dangers, et particulièrement dans le cas des Inuits où c'est un territoire plus dur que Nitassinan, chez les Inuits, par exemple. Et moi, on vit ça à travers eux, la faim.
l'obsession de trouver de la nourriture. Puis Solo, elle, c'est son toc. Elle a toujours peur parce que c'est quelqu'un de prévoyant, d'organisé. C'est un personnage féminin vraiment atypique, là. Alors que lui est un peu tête en l'air. Mais vraiment, donc elle organise beaucoup les choses, puis elle est comme assez rationnelle, puis elle a toujours ça en tête. Mais l'idée derrière ça, c'est de montrer que cette vie-là n'était pas parfaite, mais elle pouvait être belle, pareil. Les gens pouvaient être heureux, c'est s'accomplir. Et il y avait des moments aussi de grâce à travers ça. Alors, c'est ça que j'essaie de faire, moi. Je n'essaie pas d'idéaliser, j'essaie de montrer pour que les gens, après ça, décident dans ça qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui pour eux a de la valeur ou pas. Comment tu t'es documenté pour être dans la peau d'une jeune Inuk? On l'a dit tantôt, hein, c'est complètement différent, Inuk. Comment tu as travaillé pour construire ton livre? Oui. Dans un monde idéal, je serais allé passer 6 mois là-bas. Là. Mais quand on écrit au Québec, ça prend une job de jour. Quand même. Fait que je peux Même pas si dire, on vend 175 000 au Québec. Oui, parce que tu ne sais jamais comment le prochain va se vendre. 175 000, tu t'en vends 1 ou 2 ans, ou 2, fait que à un moment donné, tu divises aux 2 ans. Mais en fait, j'ai été chanceux parce que dans le Nord, il y a beaucoup de documentation visuelle dans les années 30, 40, 50. Ils ont fait beaucoup de documentaires dans le Grand Nord. Je ne sais pas pourquoi, il y avait une fascination, plus que pour les Premières Nations. Puis il y a beaucoup de documents que j'ai pu voir, des anthropologues, des gens. J'ai aussi lu tout ce que je pouvais. J'ai écouté beaucoup des témoignages des anciens quand il y a eu la commission, justement, nationale sur le massacre des chiens. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été écrits, de témoignages d'anciens qui ont parlé. Puis tout ça, c'est quand même disponible. J'ai lu beaucoup sur ça. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Pour les lieux, entre autres, à un moment donné, il y avait un père et son fils qui faisaient un voyage en voilier, puis le long de la baie du Tson. Puis ils sont partis de Coudejoie-à-Pic, sont remontés jusqu'à Oumiac, sont rentrés à l'intérieur des terres, exactement comme dans mon roman. Donc, j'ai coupé le son de ce qu'ils se disaient, parce que ça ne m'intéressait pas, mais je regardais les images, je voyais la couleur de l'eau, les paysages, la perspective, le courant, quand il y en avait, la faune, les roches, les animaux qu'ils rencontraient. Puis je prenais beaucoup de notes. Dans un grand livre, je me suis fait un timeline des événements, je me suis fait un timeline des saisons aussi. J'ai cherché, c'était quoi les couleurs de la nature au printemps, pendant combien de temps ça durait. Je cherchais sur Google qu'est-ce que ça sent, le lichen, dans le Grand Nord, ça se trouve. Puis, tous des petits détails de tout ça. J'ai amassé une somme. Des fois, j'ai trouvé des trucs, c'est rigolo, mais il y a une scène dans le roman où ils pêchent elle est importante d'ailleurs, où ils pêchent les moules sous la glace. Oui, c'est une très belle scène d'ailleurs. Je ne devrais pas dire ça, mais ça va regarder. J'ai trouvé ça en trouvant un vieux reportage des années 90 de l'émission L'Épicerie. Ouais? Ils vont pêcher sur la glace avec moi. Hein? Le reportage n'était pas bon, mais il y avait des images où on les voyait, puis ils descendaient comme ça. Ils pêchaient comme ça. Là, je suis parti. J'ai pas fait comme ça. J'ai parti de cette scène-là. J'ai appris en réalité qu'on pouvait pêcher les moules sous la glace. C'est-à-dire que dans certains endroits, quand l'eau se retire, à la marée basse, ils se font un trou dans la banquise, puis ils descendent en bas, puis les moules sont là. Ils ramassent les moules. Puis le plafond en haut est transparent, c'est de la glace. C'est scintillant, c'est magnifique. Mais il ne faut pas que tu parles parce que ça peut tomber. Mais t'es quand même, c'est pas haut non plus. Fait qu'ils marchent dans ça, puis ils pêchent les moules, puis après ça, ils ressortent. Ils ont 1h15, à peu près 1h30 pour le faire avant que la marée revienne. Et donc, puis une fois que j'ai tout trouvé ça, c'est comment je dirais, c'est que je me plonge dans ça. Puis j'essaie de devenir ça, puis d'être les personnages, puis d'être la personne. Donc, puis je me suis intéressé au climat, les températures maximum, minimum, comment les gens chassaient le phoque à côté d'un. Puis après ça, tu sais, quand il y a une scène, par exemple, où elle pêche, puis il fait froid, puis elle attend, tu sais, ben, j'essaie d'être la personne qui est là sur le froid, tu sais. Puis qu'est-ce que ça représente d'attendre quand tu as le ventre vide, que ton chum est malade, que tu as la responsabilité de trouver de la nourriture, mais là, il fait froid, puis tu attends, puis le maudit phoque, il n'arrive pas. Fait que tout ça, ouais, je sais. Mais tu sais, en même temps, je suis jamais allé aux passes dangereuses dans Cocum, tu sais. C'était la même chose. Il y a une vision romantique du travail de l'écrivain qui est aventurier, qui s'en va sur un territoire et ensuite raconte ce qu'il a vu et ressenti. Mais dans la vérité,
ça se passe beaucoup dans la tête d'un écrivain, ce qu'il raconte. Et après, ben, c'est d'essayer de transmettre ça d'une façon réaliste. Puis j'ai fait lire mon livre après par faisant un Kevin Lambert de moi-même, qui est un ami à moi, par quelqu'un de Coujoir à pic, un Inuk. Puis je suis complètement dans le champ ou je suis sur la ligne? Est-ce que ça a du bon sens, pas de bon sens? Est-ce que le rapport au territoire est le même, etc.? Puis ça marchait, tu sais. Il me suggérait une ou deux affaires. Puis c'est ça, tu sais, c'est moins romantique, tu sais, mais c'est une démarche d'écrivain. C'est-à-dire de documentation, de recherche. Puis moi, mon côté journaliste m'aide dans ça quand même. Tu sais, j'ai pas de misère à faire ça, de la recherche, là, ça fait longtemps. Mais après ça, c'est tout de processer ça en toi. C'est dur à dire, ça. En toi pour être ça. Ouais. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis quand ça marche pas, j'écris pareil. Puis quand je reviens après, je corrige. Tu sais, puis après ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça revienne, puis c'est comme une couche de neige par-dessus une couche de neige. Puis à un moment donné, là, tu as un beau tapis, tu sais. Enfin, t'espères. Tu sais jamais avant que les gens lisent. Bien, je trouve ça intéressant que tu aies fait appel à de la lecture sensible parce que je me suis posé cette question-là, moi, par rapport au fait de parler au nom d'une Inuk. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça? Tu sais? On peut le faire forcément, non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que je peux? C'est pas tout le monde qui va être d'accord nécessairement. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai voulu écrire ce livre-là, il y a plus de 2 ans, j'avais rencontré Sheila Watt-Cloutier, qui est militante. C'est la Joséphine Bacon des Inuits au Québec. Et éminemment respectée. Elle a failli gagner le prix Nobel de la paix, tu sais, je veux dire, puis elle l'aurait mérité. Puis je l'avais rencontrée, puis j'avais jasé avec elle, puis j'avais dit, j'aimerais ça écrire un roman sur le massacre des chiens, parce qu'au Québec, les gens sont pas au courant de ces choses-là, puis souvent, ils jugent les Inuits, tu sais, quand on les voit dans la rue et tout ça. Et puis elle m'avait encouragé à le faire, parce qu'elle m'avait dit, un des problèmes qu'on a, nous, au Québec, c'est qu'il y a la barrière de la langue, et qui fait que souvent, on est mal perçu par les gens au Québec, parce qu'ils nous voient comme des Anglais. En plus d'être autochtone, on est Anglais, fait que c'est comme... Fait que, puis après, ben, j'ai parlé avec une élue de Makivik, qui est leur gouvernement. J'en ai parlé, puis elle aussi était contente que j'écrive le livre. Puis à la fin, ben, j'ai parlé avec les gens d'Avatar, puis je leur ai fait lire le livre. Puis c'est eux qui m'ont fourni les photos qu'on a mis, je ne voulais pas mettre des belles photos glacées dans le milieu, c'était pas ça le but, mais c'est vraiment des photos d'archives un peu qui donnent un côté carnet au livre. J'avais fait ça dans Cocum avec des photos de famille. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben, tu sais, t'es pas Inuk, mais je suis autochtone quand même. Puis, tu sais, Isabelle Picard, elle a écrit un roman, une série de romans niche. Puis Isabelle est Wendat, là. Puis ses personnages sont surtout Inuits, tu sais. Puis il n'y a pas personne qui, chez nous, à Massouyage, qui a chialé. On comprend, c'est parfait, tu sais. Et c'est ça. Mais je ne parle pas au nom. Il y a quand même une nuance. C'est dans le sens que je raconte une histoire. Puis moi, j'essaie d'être... l'image que je donne souvent, c'est que je vois mon métier un peu comme la personne qui ouvre la lumière. Alors, je rentre dans une pièce, moi, j'ouvre la lumière dans la pièce, puis là, il y a des coquerelles. Alors, il y a 2 manières de se débarrasser des coquerelles. 1, vous les faites tuer. 2, vous refermez la lumière. Dans les 2 cas, on ne voit plus les coquerelles. Moi, je ne décide pas ce que vous allez faire. Je vous montre les coquerelles. Voici ce qui s'est passé. Puis après, c'est à vous de décider. Donc, dans mes romans, je fais un peu ça. Tu sais, moi, je suis juste la personne qui ouvre la lumière. Puis après ça, bien, il y a 1 million de livres à lire, à écrire sur ces questions-là que d'autres vont faire après, là, tu sais. Moi, je veux juste sensibiliser un peu les gens, ça. Oui, puis on connaît ton amour des chiens aussi. Oui, ça, c'est sûr que... Ça a dû jouer aussi dans le sujet. Oui, mais oui, ça, c'est sûr que... C'est sûr que c'est sûr. Moi, j'avais 3 chiens, il m'en reste une, malheureusement. Mais bien, heureusement, il m'en reste une, mais j'en ai perdu 2, malheureusement. Mais tu sais, le rapport que les Inuits ont aux chiens n'est pas le même que nous. C'est-à-dire que nous, c'est des chiens de compagnie, puis c'est des membres de la famille aussi, là, tu sais. Et donc, mais les Inuits, eux, un chien, c'est pas un animal de compagnie, c'est pas un humain non plus, c'est quelque part entre les deux, c'est comme un allié. C'est comme un collègue. Exactement. C'est exactement ça. C'est un collègue parce que sans le chien, l'humain ne peut pas vivre dans le Nord. Parce que, on le voit dans le livre, je vous parlais du phoque tantôt, quand la banquise se forme, puis que là, les baleines ne sont plus là, sont parties, puis les belugas sont partis, sont allés où ça ne gèle pas, eux autres sont là.
C'est sûr que quand le troupeau de caribou passe, c'est le fun, parce que là, c'est comme le maxi, tu sais, tu peux te faire des provisions. Mais le reste de l'année, c'est les phoques qui les nourrissent. Puis les phoques, eux autres, ils vivent malgré la glace. Puis comment ils vivent, c'est assez fascinant, tu sais. Ils se font des trous avant que la glace prenne, puis ils les entretiennent. À la surface, tu ne vois pas. Ils laissent toujours une surface, tu sais, mais le trou est en dessous de la neige, comme. Puis ils ont plein de trous où ils vont respirer, puis ils les entretiennent à chaque jour. Puis à mesure que la glace monte, là, ça fait comme un cylindre dans la banquise. Et les phoques remontent là-dedans, vont respirer, mangent du poisson, en repagnent un autre. Puis, tu sais, font le tour comme ça, tout le temps. Et quand tu marches, tu ne les vois pas, les trous. Mais le chien, lui, sent l'eau, repère les trous, s'installe à côté. Puis le chasseur ramasse son harpon, il met une plume sur la neige. Quand le phoque monte, tu sais, ça fait de la pression dans l'eau, nécessairement, dans l'air. Puis là, la plume bouge, clac, repart. Et donc, sans le chien, pas de vie. Alors, ça définit ce qu'ils sont. C'est pour ça que la perte des chiens, pour eux autres, c'était aussi la perte de ce qu'ils sont. Parce qu'ils savent très bien que on ne sera plus jamais capable d'être ce qu'on est. Et leur drame, c'est le même que ceux des Premières Nations. C'est-à-dire que nous, on est des sociétés post-apocalyptiques. C'est en mode aujourd'hui, on a peur de ça avec le réchauffement climatique, les sociétés post-apocalyptiques, mais les Autochtones vivent dans des sociétés post-apocalyptiques parce qu'ils ont perdu leur monde qui a été détruit et on les force à vivre dans un autre monde qu'ils n'ont pas choisi. Et pour les Inuits, c'est aussi cette réalité-là. Il y a un autre sujet qui est abordé dans le livre où on apprend, puis là, on ne va pas dans le punch, faites-vous-en pas, mais on apprend un peu comment l'Inuk, qui est accusé de meurtre, s'est retrouvé à Montréal. Et c'est parce qu'il a été malade, il a été transporté à l'hôpital, mais il n'a pas été ramené dans le Nord. Mais ça arrive souvent, ça. Ça arrive-tu encore, ça? Ben oui. Souvent, les gens, ils reviennent, ils n'ont plus d'argent, ils ne sont pas là quand l'avion part, whatever, puis ils se retrouvent à Montréal, coincés à Montréal. Puis c'est pour ça qu'il y a une grosse communauté d'Inuits près de Dorval. Là-bas, les trafiquants de drogue les attendent. Les filles se font ramasser par la prostitution parce qu'ils savent que c'est autour. Ils sont autour de Dorval, de l'aéroport, puis tu as une communauté d'Inuits là-bas. Alors, tout ça, c'est ça. Puis c'est une réalité. Ça fait partie de notre... Ça fait partie de C'est juste que c'est des choses dont on ne parle pas dans l'actualité. C'est les mots du journaliste, là, tu sais, je veux dire. Mais on essaie de le faire dans les romans, des fois. Oui. Mais c'est une réalité, oui. C'est une réalité qui est encore court. Parce que là, mettons, je me dis, OK, là, ça fait un certain temps, mais c'est encore le cas. C'est honteux. Ça arrive tout le temps. Là. Je veux dire, les gens partent, puis à un moment donné, ils reviennent, puis bon, ils ont manqué l'avion. Ils sont restés là, puis à un moment donné, bien, ils sont coincés là, ils n'ont plus d'argent pour retourner. Puis ils vivent à Montréal, dans une communauté d'autres Autochtones autour. J'avais parlé de ça dans mon roman précédent, dans Joe Jaggi. C'était un peu le thème de Joe Jaggi aussi. C'est comme ça. C'est encore le cas. Sinon, un autre sujet qui se retrouve à l'intérieur de ton livre, puis ça, c'est quand même un classique. Ça se retrouve dans plusieurs de tes livres, c'est la course à pied. C'est important hein, pour Maître F. Beaulieu. Ça va en faire plus, puis en écrire moins, c'est ça? N'importe quoi. Ben, en fait, c'est que j'aime ça mettre des fois je trouve que la course ou un truc comme ça, c'est un moment de méditation aussi, tu sais. Puis tu sais, tu pourrais mettre la personne assise en train de prendre un verre de bière, mais il me semble que c'est moins intéressant dans un roman, tu sais. La personne pense, mais la course, je trouve qu'il y a un côté, je ne vais pas dire méditatif, mais où on est seul avec soi-même dans l'effort et ça nous amène souvent à réfléchir. Puis en même temps, moi, j'aime quand même beaucoup... dans la vie, faire du vélo de montagne et ou courir, plus le vélo de montagne que la course, là, mais en forêt, tu sais. Puis mon personnage, je l'ai fait courir parce que c'est comme son lien avec la nature, elle a son chien. Moi, quand tu as un chien, si tu ne cours pas, il faut que tu marches beaucoup, par exemple, parce que là, les autres, ils ont besoin de bouger. Et donc, c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai comme des tics d'écriture, des fois, ils courent. Ah, mais moi, je trouve ça parfait. Tes phrases sont très courtes. Ça donne un rythme qui, ça avance. Tout ça. Est-ce que quand tu écris, tes phrases sont déjà courtes naturellement ou tu enlèves beaucoup de mots quand tu réécris? Comment ça fonctionne? C'est quoi ton processus? Bien, en fait, non. Entre la première façon dont j'écris et la première version et la dernière, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de différence.
Mon éditrice, elle m'a encore dit, là, j'oublie à chaque fois, c'est quoi la différence entre ta première version et les autres. Parce que pour moi, la première version, pour moi, c'est juste de... Tu sais, quand j'ai en tête un livre, je pense d'abord à l'idée, je raconte un peu qu'est-ce que je voulais raconter, je commence à l'écrire. Ça me prend 2 ans à faire un livre, tu sais. Ça fait comme au moins 1 an et demi que je suis en train de travailler sur ça. Puis, le plus important pour moi, c'est de faire une première version. Parce que tant que la première version n'est pas faite, il n'y a pas de livre. C'est rien qu'une idée que j'ai dans ma tête, tu sais. Ça tourne, puis peut-être que ce ne sera jamais un livre. Peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. Mais quand c'est là, pour moi, ça devient comme concret. Et donc, je retravaille beaucoup le texte. Et la raison pour laquelle souvent je simplifie l'écriture, ça ne vient pas naturellement, c'est que c'est un choix éditorial, je dirais. C'est-à-dire que, tu sais, je dis souvent en blague que je suis l'anti-David Goudreau. On est comme à deux extrémités du spectre, alors que David, c'est comme une écriture spectaculaire avec des formules, des punchs, etc., tout ça. Puis j'admire beaucoup les gens qui sont capables de faire ça parce que c'est comme un joueur de hockey qui fait des montées à l'emporte-pièce et qui la met top corner dans le net, puis tout ça, tu sais. Alors que moi, je suis comme plutôt le fabricant de jeu, c'est la personne qui est derrière puis qui envoie les... Et j'essaie d'épurer l'écriture pour qu'on ne remarque même pas que, ultimement, dans mon fantasme ultime, personne ne remarque qu'il est en train de lire. Tu comprends? Donc, personne ne remarque l'écriture et on vit des émotions. Alors, ma préoccupation première, c'est créer une émotion chez la lectrice ou le lecteur. Et non pas imposer ma technique d'écriture, ma manière d'écrire. Pour moi, c'est le contraire. J'essaie de faire en sorte que l'écriture soit complètement invisible. Au début, je disais, j'écris simplement. J'ai arrêté de dire ça parce que je voyais des critiques écrits dans un style simple. C'est beaucoup d'ouvrages pour moi, écrire dans un style simple. Oui, c'est compliqué écrire dans un style simple. C'est ça. Et donc, mais c'est une manière différente de chercher à raconter l'histoire. Toutes se valent. Mais moi, j'écris de la littérature autochtone et je suis autochtone. Donc, qui je suis et mes personnages, je ne peux pas faire parler Oulouyak comme je ferais parler Rimbaud. Ça ne marcherait pas. Tu sais, sur la banquise, avec la même verve, avec la même... Tu sais, ça ne marche pas. Je ne pourrais pas décrire la banquise non plus, puis le territoire, comme quelqu'un le ferait comme ça, de manière lyrique, parce que ça ne collerait pas au personnage. Ce serait comme d'arriver de l'extérieur et de me coller. J'essaie que les ambiances aussi correspondent à comment les gens sont et comment est le territoire. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer ça de façon assez claire, mais ça fait en sorte que quand j'écris, je simplifie, j'enlève. Chaque fois que tu enlèves des mots, il faut que chaque mot que tu laisses en dise plus. Parce que si tu as moins de mots, il faut que les gens comprennent. Donc, puis des fois, ça marche. Un jour, Cocom est étudié dans des lycées en France. Je suis allé dans un lycée à Tours. Et dans la classe, il y avait un étudiant lui, il est sourd et muet, il s'appelle Lucien. Puis il ne lit qu'en langage des signes français, LSF qu'il appelle. Puis le professeur leur faisait faire un devoir, puis lui, il avait transcrit en langage des signes français le début de Cocom. C'était vraiment impressionnant. Et Lucien m'avait dit que Cocom était le premier livre normal, là, en français, qu'il était capable de lire parce qu'il voyait les images dans sa tête. Wow, c'est un beau compliment, ça. Oui. Quand tu me dis ça, je dis, oh boy, là, je suis venu les yeux pleins d'eau, tu sais. Puis là, je me dis, OK, bien, c'est exactement ça que j'essaie de faire dans des livres. Puis souvent, les gens vont me dire, Monsieur Jean, j'adore les descriptions dans vos livres. Puis ça fait toujours plaisir, les compliments. Donc je dis merci, mais il n'y a pas de description dans mes livres. Tu sais. Puis, dans le sens que je ne décris pas vraiment les lieux si tu regardes comme il faut. Si tu regardes le texte, là, tu vas te rendre compte que ce n'est pas tant les lieux que ce que tu ressens face aux lieux qui est Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ce n'est pas des longues descriptions, ce n'est pas des paragraphes. Non, mais ce n'est pas non plus la description tant physique que ça. Ouais. Tu sais, ça va être des lieux où c'est la couleur, la forme, le vent, les couleurs changeantes. J'essaie de faire en sorte que tu vas t'imaginer le lieu plutôt que je te le décrive vraiment de façon détaillée.
Donc, si tu te le décris, je le décris assez pour évoquer en toi le lieu que tu décris dans ta tête. C'est ça l'image dans la tête de Lucien. C'est que tu l'as, l'image dans ta tête. C'est mieux que ce que je serais capable de décrire. Mais pour arriver à faire ça, il faut travailler l'écriture d'une telle manière que ces images-là vont apparaître. Et donc, c'est là qu'est tout le travail d'Orfèvre après, qui fait que ça a l'air simple, mais c'est beaucoup de travail quand même pour en arriver là. Pour moi, en tout cas. Tu sais. Mais c'est la manière que j'aime, honnêtement, je suis comme ça. Tu sais, donc, ça ne me demande pas un effort, parce que c'est ce que j'aime. Puis en même temps, bien, comme je dis, c'est comme une manière d'honnêteté avec mes histoires, mes personnages, les lieux où ça se passe. C'est comme ça. Merci beaucoup, Michel-Jean, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Julie. Un grand à vous tous d'être venus. Bougez pas, je vais prendre une photo de nous autres. Là. Ouais. Puis moi, j'ai quelque chose à vous dire encore. Michel-Jean sera au Marine Center à partir de 14 h pour une séance de signature. Écoutez-moi un petit peu aussi. Donc, à 14 h au Marine Center pour une séance de signature. Sinon, on vous attend ici à 14h30 pour un entretien avec Natacha Canapé-Fontaine, animé par Vanessa Bell. Merci beaucoup.